Bonjour à tous, bienvenue aux rencontres de la RSE, un webinaire qui vous est proposé par Hendrix en partenariat avec la revue Fiduciaire. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet d'actualité puisqu'on va parler climat, donc on est en pleine canicule, on est en plein dans le cœur de l'actu et on va s'intéresser plus spécifiquement au rapport du GIEC. Alors au rapport du GIEC, à ses messages clés et également à ses opportunités de transformation pour les entreprises. Alors pour revenir un petit peu en arrière et faire le panorama, un petit mot sur le rapport GIEC, ou du moins le 6e rapport GIEC, qui va sortir fin de cette année, début 2023. Ce rapport sera la synthèse des 3 volets qui auront été publiés depuis 2021. Donc en août 2021, il y a eu le premier volet qui a été consacré au climat, au réchauffement climatique, et voilà, à son niveau et tous les scénarios envisageables. Le second volet plus récent, donc février 2022, qui était consacré aux effets de ce réchauffement climatique et à l'atténuation, plutôt aux stratégies d'adaptation qu'il était possible de mettre en place. Et le troisième volet, le plus récent, qu'on a fraîchement en tête, d'avril 2022, qui lui visait justement toutes ces stratégies d'atténuation du réchauffement climatique. Alors pour en parler ensemble, Mathieu Astic est avec nous, ainsi qu'Alexandra Senovic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alban. Bonjour. Donc on va vous écouter pour une conférence de 45 minutes à peu près. Et ensuite, il y aura bien sûr une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas au fil de la conférence à m'envoyer vos questions que je noterai précieusement pour pouvoir les restituer ensuite à Mathieu et à Alexandra pour qu'ils puissent vous répondre. Alors, Mathieu, tu es consultant RSE chez Hendrix. Tu interviens pour tes clients dans la réalisation de bilans carbone, mais également tu les accompagnes sur des actions de sensibilisation aux enjeux écologiques. Et en lien avec des équipes de recherche universitaires, tu es en charge du déploiement de la comptabilité écologique, qu'on appelle le modèle CARE, qui vise à aider les entreprises à préserver le capital humain et naturel. Alexandra, quant à toi, tu es chargée de mission chez Hendrix. Tu réalises des missions donc, de RSE, de diagnostic et d'audit. Et tu es vérificatrice auprès des sociétés à mission. Voilà, alors tous les deux, vous êtes aujourd'hui nos spécialistes GIEC, nos spécialistes du 6e rapport GIEC en tout cas. Et donc, on va vous écouter sur ce sujet. Mais avant tout, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Hendrix, sur ce que fait Hendrix auprès des entreprises ? Bien entendu, merci Alban. Alors du coup, Hendrix est une entreprise historiquement sur l'accompagnement, la comptabilité et les enjeux des dirigeants. Donc, on accompagne le dirigeant d'entreprise dans ses enjeux de croissance, de pilotage, de responsabilité, de performance dans son organisation. À ce titre-là, il y a également un département RSE qui accompagne le dirigeant sur ces enjeux-là. L'intérêt est de pouvoir intégrer dans ses missions la sensibilisation, comme l'a dit Alban, l'aspect intégration des enjeux naturels et humains, donc au cœur de la stratégie de l'entreprise et de pouvoir orienter le pilotage afin de préserver les différents éléments, votre capital financier, naturel et humain. Pour cela, nous avons plusieurs types de prestations pour étoffer l'accompagnement historique d'Hendrix. Nous intervenons sur l'aspect RSE, avec les rapports RSE, de la formation, la comptabilité écologique, le modèle CARE justement, le bilan carbone et des audits de DPEF, mais aussi de sociétés à mission, auxquelles nous accompagnons également à sa mise en place. Voilà en quelques mots qui est Hendrix et ce que nous faisons. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va pouvoir en effet attaquer le cœur du sujet, donc ce 6e rapport GIEC. Et avant tout, au préalable, il est toujours utile de savoir qui parle. Donc qui compose le GIEC ? C'est quoi le GIEC ? Quand on dit GIEC, de quoi parle-t-on en fait ? Tout à fait, merci Alban. Alors, le GIEC, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans un premier temps, c'est un organisme intergouvernemental scientifique ayant pour mission de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Donc, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Finalement, ça a été créé en 1988. C'est issu de l'ONU, donc les membres sont les pays membres de l'ONU et de l'Organisme mondial de la météo. Le budget est assez modeste, en 5 et 8 millions d'euros, qui est dédié à son fonctionnement, donc ça ne rétribue pas les rédacteurs. Leur contribution depuis son existence est la publication de 6 grands rapports sur l'état du climat et d'une multitude de rapports intermédiaires à la commande des pays.
Les auteurs sont du coup issus du monde scientifique et désignés par les gouvernements, organisations au statut d'observateur, et les auteurs changent finalement de rapport en rapport, là à hauteur de 50 à 75%. Les sources traitées dans ces rapports sont issues de la documentation scientifique, socio-économique, technique, pour justement rendre compte des répercussions et des risques futurs sur les sociétés humaines par rapport au changement climatique. Vous pouvez aussi voir la notion de relecteurs. Ce sont des personnes qui peuvent, comme vous et moi potentiellement, faire des notations et des questions aux auteurs du rapport et qui seront ensuite pris en compte. Et enfin, la validation se fait par échange avec les États membres, les rédacteurs du rapport et les gouvernements. Donc c'est à la fois un processus scientifique mais aussi politique qui en émane. Pour aller plus loin dans la lecture, Alexandra vous présentera quelques notions, justement, des mots-clés que vous pouvez retrouver dans les rapports pour justement vous repérer dans cette lecture à la compréhension. En effet, comme donc Mathieu nous l'a dit, en fait, le rapport il nous donne des constats sur le climat et ses impacts. Ces constats ils viennent de sources scientifiques et donc on accorde à ces sources ou ces constats un certain degré de confiance, donc qui peut aller de quasiment certain à exceptionnellement improbable, comme on peut le voir dans le tableau. On a illustré ça avec un exemple. Donc, par exemple, si on regarde dans l'encadré rouge, on a un constat qui dit que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement climatique, et on lui a accordé un degré de confiance de extrêmement probable. En plus de ça, on a donc des paragraphes. À chaque paragraphe, on a un renvoi vers un chapitre du rapport complet. Donc, par exemple, là, on voit que c'est le chapitre 10, pour avoir plus de détails sur les constats qui sont donnés pour les décideurs. Et donc, quand on a dit ça, on peut rentrer dans le rapport du GIEC et l'ensemble de ses volets. Donc, c'est un travail colossal, considérable, plus de 10 000 pages de rédaction. Vous avez donc des papiers scientifiques, à peu près plus de 60 000 papiers scientifiques passés en revue, près de 800 auteurs qui ont participé à ce travail-là. Ils ont traité des centaines de milliers de commentaires également pour intégrer tout ça dans leurs conclusions finales. Donc c'est un travail extrêmement colossal. Et par ailleurs, il faut noter que les auteurs sont bénévoles et le font sur leur temps à côté de leur travail de chercheurs. Donc là, on a une image d'un des chercheurs qui justement dormait dans son bureau pour pouvoir contribuer à la fin de ce rapport. Donc c'est quelque chose de précieux et donc il serait intéressant de prendre quelques minutes pour justement un peu comprendre le contenu afin d'agir derrière de manière pertinente. Merci. Et c'est bien en effet de rappeler que ce sont des bénévoles et cette image en dit beaucoup. On les remercie pour tout ce travail qu'ils font pour nous et pour toute la communauté mondiale. Alors maintenant, attaquons le volet 1, donc qui traite véritablement du climat, du réchauffement climatique et des scénarios de l'amplitude envisagée de ce réchauffement. Alors qu'en est-il ? En effet. Déjà, un des premiers enseignements qui ressort de ce rapport, c'est que 100% du réchauffement climatique est attribué aux activités humaines. Donc là, pour le coup, le consensus est clair. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les changements climatiques sont désormais généralisés, rapides, ils s'intensifient et sont sans précédent. Toutes les régions du monde habitées sont affectées par le changement climatique. Ce réchauffement planétaire peut atteindre et va dépasser 1,5 degré sur les 20 années, pendant 20 ans, sur les 20 prochaines années. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, en fait, même en atténuant à fond les ballons, le sujet, on dépassera un peu les 1,5 degré. Et enfin, chaque fraction de réchauffement planétaire additionnel amplifie les extrêmes fréquences et l'intensité des aléas. Donc sur le graphique à votre droite, vous verrez en orange finalement la part de réchauffement climatique attribuée aux activités humaines, à savoir 100%, et en vert les aléas naturels qui contribuent au réchauffement climatique, donc qui sont du coup proches de zéro. Il n'y a plus du tout de débat sur le sujet. À partir de là, au concept de l'état actuel observé, on se rend compte que le changement climatique contribue à des chaleurs extrêmes qui seront plus fréquentes et plus intenses, des précipitations plus fréquentes et plus intenses également, des sécheresses qui augmentent en intensité et dans certaines régions, des conditions météo propices aux incendies qui seront plus fréquentes également, et des océans qui se réchauffent, s'acidifient et qui perdent de l'oxygène. Donc l'ensemble de ces conséquences affectent déjà toute la planète, toutes les personnes, la flore, la faune, la nature et l'agriculture. Ensuite, si on se projette dans les futurs possibles présentés dans le rapport du GIEC, nous avons des trajectoires qui illustrent en fait différents scénarios. Nous avons en bleu, par exemple, sur le graphique à gauche, des trajectoires qui représentent un effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en gigatonnes de CO2, permettant de rester sous 1,5 degré ou sous 2 degrés. Donc il faut, comme on le voit, être négatif en émissions de CO2 à horizon 2100 dans ces trajectoires-là.
Puis vous avez en orange et rouge des trajectoires en fait, sur lesquelles nous suivons des trajectoires de réchauffement qui vont au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique. Et donc important de pouvoir comprendre ces trajectoires-là et voir comment agir. À droite du graphique, on a les gaz à effet de serre qui contribuent à ce réchauffement-là. Donc le CO2 est le principal gaz à effet de serre contributeur à ce réchauffement climatique, suivi du méthane par exemple. Donc c'est un des constats, des drivers, des futurs possibles. C'est donc comment agir sur ces émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a dit ça, et la question derrière, c'est quel futur possible, qu'est-ce que ça a comme implication? Et donc on peut voir qu'il y a des facteurs de risque climatique qui génèrent des impacts plus ou moins importants si on projette dans un monde à plus de degrés et plus si on va au-delà. Et donc, on a un graphique ici qui représente en ordonnée les régions du monde. Donc, le monde est découpé en 55 régions. Vous avez dans les bâtonnets, en couleur, le niveau de confiance de l'augmentation ou de la diminution de ces aléas. Augmentation en violet, diminution en orange en bas. Donc, si on fait un focus, ça veut dire, par exemple, que pour les questions de chaleur et de froid, dans toutes les régions du monde seront concernées par des températures en augmentation sur Terre, avec un degré de confiance élevé. Et à l'opposé, par exemple, les périodes avec du gel vont réduire partout dans le monde, donc plus de 45 des 55 régions concernées. Voilà, donc voilà comment lire ce graphique, se rendre compte des impacts déjà dans le monde à plus de degrés qui va venir. À partir de là, il faut aussi avoir en tête maintenant la question de ce que ça veut dire agir et donc avoir en tête une notion de budget carbone. Oui, donc comme tu nous l'as dit, Mathieu, on a donc des scénarios possibles. Donc si on souhaiterait atteindre avec 2 chances sur 3 un réchauffement climatique de plus de 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire ne pas dépasser 400 gigatonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Donc ça correspond, si on reprend un peu le rythme des émissions de CO2 humaines actuelles, de 40 gigatonnes par an, ça nous donne 10 ans si on ne met pas d'action en place pour atteindre ce budget carbone. Donc, ça implique qu'on doit agir maintenant, sinon on sera de plus en plus impacté par ce réchauffement climatique. Voilà, donc on retient l'urgence. Et en résumé, il y a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est le consensus qu'il y a sur le fait que ce sont bien les activités humaines qui provoquent ce réchauffement climatique, et consensus également sur l'importance de ce réchauffement climatique, plus de 2 chances sur 3 qu'on dépasse, ça vient d'être dit, qu'on dépasse ces 1,5 degrés Celsius. Voilà, donc face à cela, bien sûr, il y a des événements extrêmes qui se passent, on l'a vu même dans l'actualité, en Inde, les chaleurs, les inondations, les épisodes de forte sécheresse, et maintenant se pose vraiment la question de l'adaptation, comment les hommes peuvent s'adapter à de telles situations. Alors, l'adaptation, c'est bien un joli mot, mais est-ce que c'est si simple à mettre en œuvre? Quelles sont les possibilités d'adaptation que l'on peut avoir? Et est-ce que cela suffit? Donc, plein de questions qui sont sous-jacentes à cette notion d'adaptation. En effet, comme tu l'as dit, Alban, donc, et comme Mathieu l'a aussi mentionné, donc le réchauffement climatique, il entraîne des événements extrêmes, et ces événements extrêmes, ils vont aussi avoir d'autres impacts sur les populations ou sur les écosystèmes. Donc on vous en présente plusieurs sur la slide suivante. On va juste prendre un exemple. Donc, par exemple, on va avoir les sécheresses qui vont entraîner des pertes de productivité en agriculture. Et ça peut entraîner par la suite un manque d'accès à la nourriture et donc potentiellement aussi des problèmes de santé avec la malnutrition. Donc on a un peu des effets des causes à effet. Et c'est pour ça qu'il faut ensuite agir en mettant en place des mesures d'adaptation. Donc on remarque aussi que en fait, donc on a les populations et les écosystèmes qui sont impactés et elles peuvent être plus ou moins impactées. Le rapport du GIEC nous dit qu'en fait toutes les régions du monde sont impactées, mais de façon différente. Donc on voit sur le graphique suivant, dans la première colonne, les régions qui sont impactées. Et à l'horizontale, en fait, on a les écosystèmes qui sont impactés. Donc ça peut être des écosystèmes marins ou terrestres. Ils ont représenté sous forme de rond avec une couleur donc, dont le bleu foncé est en fait le fait que l'impact soit lié au changement
climatique avec une confiance très élevée. Donc on remarque que chaque région est assez impactée par justement le changement climatique. Ils ont reproduit donc ce graphique aussi pour les populations. Donc encore une fois, on remarque que chaque région est impactée. Là, pour le coup, on a aussi un code couleur, donc qui veut dire la même chose que tout à l'heure. Plus encore, en fait, il existe des impacts positifs, mais aussi plutôt négatifs. Donc, en fait, le rapport, il nous dit que de 3,3 à 3,6 milliards de personnes sont vulnérables au changement climatique. Et cette vulnérabilité, elle va dépendre de plusieurs choses. Donc, évidemment, la localisation géographique. Donc, le rapport, il nous dit que les régions les plus impactées, ça sera plutôt, par exemple, les régions centrales en Afrique, en Asie, aussi les régions côtières. On a aussi, donc, évidemment, les pays avec plus de pauvreté, en fait, qui vont être plus facilement impactés, ou les pays qui auront moins accès à des services de basique nécessité, donc, comme la santé, comme on a vu que la santé était impactée justement par le changement climatique. Donc, on voit qu'il y a des impacts, et ces impacts, face au réchauffement climatique, deviennent de plus en plus élevés au fur et à mesure que la température augmente. Donc là, c'est ce que ce graphique veut démontrer. On a rajouté un trait rouge au niveau de 2 degrés, d'un scénario de plus de 2 degrés de réchauffement climatique. Et on observe que justement au-dessus, on a une couleur plutôt violette ou rouge, donc qui signifie que les risques sont très élevés au-delà en fait, de cette température. Et encore une fois, donc, il nous dit qu'il faudrait agir maintenant pour ne pas atteindre ce scénario-là. Donc, voilà, tous ces constats, en fait, le rapport du GIEC nous dit qu'il faut mettre en place... que des mesures d'adaptation sont nécessaires pour faire face à ces impacts. Parce que si on n'agit pas, justement, ils peuvent devenir de plus en plus difficiles à gérer. On voit aussi dans le rapport qu'en fait, ces mesures d'adaptation, elles sont limitées face à l'augmentation des émissions de GES. Donc, il faut aussi, en fait, à côté, agir en mettant en place des mesures d'atténuation. Donc là, encore une fois, le graphique, il exprime en fait ces idées-là. Il nous montre des mesures d'adaptation possibles donc, dans l'encadré vert. Ensuite, on rattache donc, à ces mesures d'adaptation un degré de faisabilité, donc qui est représenté aussi avec des points. Donc plus le point est gros et plus la mesure d'adaptation elle est faisable. Et donc ce qu'on remarque rapidement, c'est que la plupart sont plutôt des ronds moyens ou petits. Donc ça nous pousse justement à se dire qu'il faut agir maintenant avant que nos mesures d'adaptation ne soient plus faisables et qu'on ne puisse plus s'adapter au changement climatique. Merci Alexandra. Donc effectivement, partant de ce constat-là que ces mesures d'adaptation sont nécessaires, mais aussi de mitigation, de réduction de gaz à effet de serre, il faut aussi avoir en tête que pour bien s'adapter, il faut le faire en bonne intelligence avec la biodiversité et les sociétés humaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, que si elles sont prises que pour elles-mêmes, peuvent avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. Or, il existe aussi des actions permettant d'agir à la bonne hauteur pour à la fois avoir un niveau de climat résilient qui permet de préserver les écosystèmes et de préserver les sociétés humaines, et cela, du coup, permet de réduire les risques et les impacts sur à la fois nos conditions de vie et nos conditions de vie des écosystèmes et des populations non vivantes. Donc c'est important de bien choisir ces solutions d'adaptation pour garantir justement la bonne santé de tout le monde dans les choix réalisés. Du coup, en résumé,
Voilà, donc en résumé, parce que ça fait beaucoup d'informations, tout ça, donc on va reprendre un petit schéma qui va nous aider à y voir plus clair. En résumé, on a bien l'activité humaine qui enclenche un réchauffement climatique. On a dit 1,5, 2 degrés, c'est l'estimation, mais ça peut être au-dessus si ces activités humaines ne changent pas. Ce réchauffement climatique entraîne une augmentation d'événements extrêmes, inondations, précipitations, on a pu les nommer, et ça c'est déjà là, c'est déjà d'actualité. Et également toute une gamme d'impacts écologiques, humains, sur la santé qui en découle. Voilà. Et l'effet cascade, plus l'activité humaine continue, plus le réchauffement climatique risque d'être fort et donc forcément plus les conséquences risquent d'être graves et difficiles à endiguer. Donc on a vu pour ça que évidemment la logique de l'adaptation était importante, mais délicate également, mais elle doit être absolument couplée et mixée avec une logique d'atténuation. Ça n'est pas l'un ou l'autre, ça n'est pas que l'un, l'adaptation et on oublie l'atténuation, ça doit vraiment être cet assemblage. Donc on va à présent s'intéresser à cette logique seconde et tout aussi importante qui est la logique d'atténuation. Merci Alban. Alors effectivement, donc le troisième volet du rapport du GIEC s'intéresse à l'atténuation du changement climatique et commence déjà par un premier constat. Oui. Donc, le premier constat, c'est que tout comme les mesures d'adaptation ont été mises en place dans le monde, on a aussi un constat qu'il y a des mesures d'atténuation qui ont été mises en place. Donc ça se retrouve au travers, par exemple, d'innovations ou aussi la baisse du coût de technologie qui ont permis en fait la mise en place de nouvelles technologies à faible taux d'émission. Le rapport il constate aussi malheureusement que c'est aussi une tendance inégale en fait entre les régions. Donc il y a les pays en développement qui sont en retard par exemple sur les innovations. Et il constate aussi par contre que les émissions elles continuent d'augmenter. Et ça se rattache en fait aux ménages, c'est les 10% des ménages qui contribuent le plus à ces émissions. Donc ce constat, pourquoi en fait les émissions continuent d'augmenter malgré donc les efforts d'atténuation, le GIEC l'explique aussi, c'est parce que la réduction donc, des émissions qu'on a gagnées grâce en fait aux améliorations de l'intensité énergétique du PIB ou de l'intensité du carbone dans l'énergie, il reste inférieur à l'augmentation de nos émissions due à la croissance de nos activités dans plusieurs secteurs, dont l'industrie, l'énergie, les transports, l'agriculture ou les bâtiments. Donc ça nous amène à se dire qu'il faut agir sur ces secteurs-là. Et donc Mathieu va nous en parler un petit peu plus en détail. En effet. Donc du coup, parmi tous les secteurs qui sont traités dans les rapports du GIEC, nous avons le secteur de l'énergie en premier lieu, où déjà un des enseignements, c'est qu'il y a un besoin nécessaire de réduire la consommation d'énergie fossile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les centrales électriques qui tournent au charbon et au gaz naturel suffisent à elles seules de dépasser le budget carbone de 400 gigatonnes, nous permettant de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc déjà, on a des points comme ça où il y aura en attention, on va parler d'actifs échoués potentiellement, parce qu'il va falloir fermer ces infrastructures avant leur fin de durée de vie économique. Derrière, en contrepartie, il faut du coup augmenter le déploiement des énergies renouvelables pour justement avoir des sources d'énergie en phase avec les objectifs de régulation, de limitation des gaz à effet de serre. Un deuxième secteur qui est intéressant, c'est les zones urbaines. Ça veut dire c'est comment on pense à la transition systémique des infrastructures, de leur forme urbaine, des voies de développement à faible taux d'émission. Donc là, c'est repenser l'habitat, comment se mouvoir dans les villes. Tous ces éléments-là permettent justement de travailler sur comment, à notre quotidien, on peut réduire nos émissions. Ce n'est pas forcément être un colibri, c'est aussi travailler avec les politiques pour justement avoir les clés de réduction de gaz à effet de serre en collectif. Et mais un troisième secteur, c'est l'industrie. Donc au niveau industriel, il y a un vrai besoin de travail coordonné dans l'atténuation et au niveau de la chaîne de valeur. Donc il faut travailler main dans la main avec tous les acteurs en chaîne de valeur.
Il faut aussi travailler sur la gestion de la demande, sur l'efficacité énergétique et matérielle, sur l'économie circulaire qui est à développer et à renforcer, avoir des changements structurels dans les processus de production. Donc il y a une vraie refonte de l'industrie et de penser sa chaîne de valeur et d'avoir un travail coopératif là-dessus. Ensuite, nous avons le secteur des terres, des forêts et de l'agriculture. Donc là, ça peut être des puits de carbone naturels. Donc on peut les renforcer, mais ce n'est pas la solution ultime, car il y a des limites. Elles ont des limites dans leur capacité d'absorption de gaz à effet de serre. Du coup, il faut effectivement améliorer leur pratique de gestion de tous ces éléments-là, pour réduire la déforestation également. Et en même temps, dans les pratiques choisies, on peut avoir des pratiques qui ont des co-bénéfices ou des risques sur les populations locales ou des écosystèmes. Donc c'est pareil, une fois de plus, dans ces travaux de renforcement des puits de carbone et de gestion des espaces naturels, des forêts, usage des terres et agriculture, eh bien, il faut faire des choix éclairés. Ensuite, si l'on va sur la question de la mobilité, et qu'il y a un petit bug, pour s'afficher. Hop là. Alors attendez. Les slides sont capricieuses. Les slides sont capricieuses, ne veulent plus bouger. Juste quand on parle de mobilité, ça ne bouge plus. Voilà, on parle de mobilité, ça ne bouge plus. Alors, on va essayer de résoudre ça. Ouais. Donc je vais quand même vous le faire à l'oral en attendant. La mobilité, concrètement, il y a besoin d'investissement dans les transports publics inter- et intra-urbains, dans l'infrastructure, mettre en place des pistes cyclables et des voies piétonnes par exemple, mais également très sur les changements de comportement. Donc on peut voir aujourd'hui qu'il y a des axes d'action sur le fait de moins se déplacer. On peut favoriser le télétravail quand c'est possible par exemple, aller sur la numérisation de certaines activités, travailler sur la mobilité partagée, donc la voiture partagée par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en œuvre, mais aussi les véhicules électriques sont cités dans le rapport, à condition qu'elles soient alimentés par des sources d'énergie bas carbone également. Et enfin, une mesure phare qui apparaît dans ce rapport-là, et c'est pour la première fois aussi saillant, c'est la question d'agir sur la demande. Il faut savoir que agir sur la demande, ça peut permettre de faire 40 à 70% du chemin de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on va parler de sobriété. Il faut réduire la demande sur les différentes activités. On va avoir besoin d'usage de technologies bas carbone également pour aider cela. Des changements d'usage dans les infrastructures. Donc la question de comment on repense la mobilité par exemple à nouveau, et des changements socioculturels et comportementaux. Donc finalement, le gros du chemin à parcourir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est non pas des solutions techniques et technologiques, mais des solutions sur l'aspect social et comment changer nos habitudes de vie et comportements ensemble. Ensuite, nous avons également d'autres éléments qui sont cités plutôt à l'usage des décideurs politiques ou au niveau international. Il y a comme par exemple, sans prendre en main les objectifs de développement durable pour garantir que la mise en place des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique se fasse dans le cadre du développement durable, donc c'est-à-dire de manière équilibrée entre l'ensemble des acteurs sur la planète. Il y a des questions de coordination, notamment au niveau des différents secteurs d'activité, donc il faut agir en manière transsectorielle pour justement mettre en place les bonnes mesures et coordonner les actions ensemble. Du coup, on a aussi une notion de réglementation qui peut être mise en place pour aider ces aspects de coordination, mais aussi de planification. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien que les marchés financiers, pour prendre un exemple, quand elles n'ont pas de visibilité, ça s'excite un petit peu. Donc là, la planification peut permettre de rassurer tout le monde aussi et d'emmener des actions pertinentes. Et enfin, on a la question de l'équité et de la participation. Là, il est important d'avoir en ligne de mire que les acteurs, pour être moteurs, il faut pouvoir les associer aux décisions et faire en sorte que ces décisions soient aussi équitables entre elles. Et donc, on permet de conserver la confiance et le soutien des populations dans les actions. Donc ça marche aussi bien du coup pour les populations en général, tout comme vos collaborateurs en entreprise. Et enfin, un dernier point qui va être finalement comment renforcer la réponse face à tous ces défis-là. Donc il y a comment favoriser les catalyseurs, à savoir mettre en place les réglementations nécessaires pour faciliter la mise en place des mesures d'adaptation et de réduction des gaz à effet de serre, les innovations, comment accompagner l'innovation et les multiplier, les flux financiers, les réorienter vers les bons endroits, mettre chez les bons acteurs dans lesquels ils vont être moteurs dans ces transformations-là, et une coopération financière internationale. A contrario, il y a des obstacles qui freinent toutes ces mesures d'adaptation et d'atténuation. Et par exemple, pour en citer qu'une, on a en ce moment la question du traité sur la charte de l'énergie. Qu'est-ce que c'est ? C'est un traité qui permet en fait aux acteurs des industries fossiles d'attaquer les gouvernements sur les tribunaux privés pour justement demander des dédommagements en cas d'atteinte à leur chiffre d'affaires. Du coup, on peut parler de 1300 milliards d'euros d'indemnisation payées par les contribuables, notamment
pour 50% au niveau européen, qui du coup vont rendre les gouvernements et les acteurs frileux à agir, à enclencher les mesures d'adaptation et d'atténuation. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà, il y a des petits cailloux comme ça qui grippent la machine sur lesquels il va falloir travailler. Et nous sommes arrivés au bout de ce volet 3. Ah oui, et donc du coup, au bout de ce volet 3, donc nous avons un premier constat qui est que la croissance des émissions de gaz à effet de serre continue malgré une baisse de l'intensité en carbone du PIB. Un deuxième constat, c'est qu'une réduction forte des émissions de gaz à effet de serre dès maintenant est importante pour préserver les mesures d'adaptation. Un troisième constat, c'est que la sobriété est un fort levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, un quatrième point, c'est que toutes les solutions sont aujourd'hui disponibles pour s'adapter et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, nous avons besoin de solidarité et de coordination internationale pour justement garantir la réussite de la mise en place de ces actions de réduction et d'adaptation à l'échelle internationale. Voilà pour ce tour d'horizon des 3 volets du rapport du GIEC. Merci Mathieu, merci Alexandra. Alors on terminait justement en parlant de solidarité. Si nous, à notre niveau, on a envie de jouer la carte de participation à l'adaptation, à l'atténuation, qu'est-ce qu'on peut faire ? En tout cas, qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire en termes de solutions à mettre en œuvre, des idées, des recommandations ? Qu'est-ce que Hendrix, qu'est-ce que vous, tous les deux, aujourd'hui, là, vous pouvez leur conseiller pour qu'ils fassent leur premier pas dans cette dynamique-là ? Tout à fait. Eh bien, déjà, un des premiers pas pour agir et qui est important, pour justement avoir l'adhésion de la population, donc de vos collaborateurs, c'est déjà sensibiliser au sujet. Pour ça, j'ai pris 3 outils qui sont facilement mobilisables. La fresque du climat, qui est un jeu de cartes coopératif permettant de comprendre le fonctionnement du climat et qui permet aussi derrière de se mettre en mouvement par des petits jeux ensuite et des pistes d'action. Donc là, c'est un moyen de faire prendre conscience, connaissance et mettre en mouvement les collaborateurs. L'atelier d'automne, qui lui fonctionne sur un schéma avec un support numérique, permet aux acteurs, aux participants de faire leur bilan carbone et de prendre en place des actions pour réduire leur propre bilan carbone, mais aussi des actions collectives pour justement engager les mesures systémiques, donc industrielles, politiques, pour justement accélérer la réduction de ces gaz à effet de serre. Donc là, on a une vision, du coup, une approche vraiment en transverse. Et enfin, on a une version un peu plus low-tech, qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone, où là, c'est un jeu qui a aussi pour but de faire son bilan carbone à partir de cartes, dont la largeur des cartes mesure en fait les émissions de gaz à effet de serre. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 20 cm de cartes mises côte à côte, qui représentent 2 tonnes de CO2, l'objectif par individu en 2050, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est extrêmement intéressant et ludique dans ces trois configurations-là. Et donc ça, c'est un premier moyen d'agir. Deuxième moyen d'agir, et qui là va parler à de plus en plus de monde, vu que la réglementation va se renforcer là-dessus, le bilan carbone. Donc, pour savoir où agir, il faut pouvoir mesurer. Donc, mettre en place un bilan carbone, c'est déjà savoir où sont les émissions de CO2 dans son activité. Donc ça, pareil, c'est un outil qui est formidable pour cela et qui, derrière, une fois mis en place, on va sur la construction d'un plan d'action pour justement commencer à prioriser à court, moyen, long terme les actions à mettre en œuvre. Et ces actions-là, ensuite, une fois qu'on a fait ce plan d'action-là, il faut pouvoir s'assurer de sa pertinence, de sa robustesse. Pour faire cela, on peut s'appuyer sur 2 outils. Donc déjà, à notre gauche, les Science Based Targets qui vont justement donner la trajectoire à suivre de réduction de gaz à effet de serre, à savoir une réduction de 90% à horizon 2050 des gaz à effet de serre, et ensuite de contribuer à la neutralité carbone en cherchant les puits de carbone additionnels permettant d'absorber les émissions restantes. Donc ça, c'est mettre en perspective du coup le plan d'action du bilan carbone avec l'objectif. Et pour s'assurer qu'on met bien en place les outils nécessaires et que notre plan d'action est correctement piloté, il y a la méthodologie ACT proposée au niveau de l'ADEME qui permet derrière de venir auditer entre guillemets et accompagner cette stratégie pour son déploiement. Donc là on a des outils qui sont robustes et qui permettent d'accompagner les dirigeants et toute activité dans leur transition climatique, pour être sûr d'avoir un business model à terme qui soit durable. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous emparer de la comptabilité multicapitale, le modèle CARE, qui était justement cité par le rapport du FMI dernièrement, comme étant un outil permettant de gérer le risque financier relatif au changement climatique. Qu'est-ce que ça permet de faire ? En fait, ça permet d'intégrer vos données de bilan carbone dans la comptabilité, de structurer ça en budget carbone et de voir en fait votre capacité à respecter ces budgets carbone, de construire des outils de plan d'action et de pilotage de plan d'action, et de chiffrer ces plans d'action-là. Donc après, c'est chiffrage de ces plans d'action-là qui vont être intégrés à la comptabilité, dans vos bilans compte de résultats, et donc vous allez pouvoir faire des analyses, des crash tests de solidité de votre entreprise par rapport aux effets du changement climatique. Donc là, on a un outil qui descend au niveau du décideur et des directions financières, voire des analystes financiers, qui peut être extrêmement intéressant à mettre en œuvre pour pouvoir
valider votre trajectoire de réduction de gaz à effet de serre. Et enfin, vous pouvez aller consulter les ressources de l'ADEME. Donc, il y a des guides sectoriels qui sont publiés sur différents secteurs. En fonction de vos appétences et votre secteur, eh bien, je vous invite vivement à aller consulter ce site. Voilà, et donc pour conclure cela, nous vous mettrons à disposition l'ensemble des sources qu'on a mobilisées pour faire cette présentation un peu technique, j'en conçois, qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup, donc effectivement, pour cet inventaire de pistes à mettre en œuvre. Maintenant s'ouvre le moment questions-réponses. Donc je fais appel à nos auditeurs pour qu'ils nous livrent toutes leurs réflexions, leurs questions surtout, aussi bien à Mathieu qu'à Alexandra. Je vais commencer par une question qui est déjà tombée. Alors, et qui fait la transition d'ailleurs avec ce qui a été dit par Mathieu à l'instant sur le modèle CARE. Comment la préservation du climat peut-elle être prise en compte dans une comptabilité écologique ? Eh bien, bonne question. Alors, la prise en compte de la préservation du climat en comptabilité écologique, c'est déjà partir du s'outiller comme il faut et regarder les bonnes choses. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir déjà faire son bilan carbone et constituer un budget carbone. C'est-à-dire c'est faire un point d'étape et de se dire aujourd'hui on est par exemple à un budget carbone de 100 et on va devoir réduire ce budget carbone d'année après année pour justement respecter les engagements de Paris. Et donc derrière on va structurer cela en comptabilité, donc biophysique, on va suivre l'indicateur de tonnes de gaz à effet de serre émises par l'activité, donc une première structuration. Et derrière c'est comment on décline en plan d'action opérationnel pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre ou éventuellement trouver des puits de carbone additionnels. Et derrière cela, on a du coup des tableaux de bord en termes de plans d'action permettant de suivre les actions et leur effet sur le changement climatique. Est-ce qu'on émet plus, on émet moins et dans quelle mesure ? Et derrière, c'est aussi de chiffrer ces actions-là réellement, au coût réel. Et c'est ce coût réel-là qui va être intégré derrière en comptabilité, qui va du coup venir corriger la vision de la solvabilité et de la rentabilité du modèle d'affaires. Donc voilà comment on intègre la question de la préservation du climat en comptabilité écologique. Et ça, c'est une approche en fait qui est conduite en durabilité forte avec le modèle CARE qui permet juste de garantir en fait qu'on va se préserver en tout cas d'un réchauffement climatique au-delà de 2 degrés parce qu'on intègre à la base la question du seuil de préservation scientifique, ce qui est du coup un budget carbone qui vient de ces travaux scientifiques synthétisés par le GIEC. Donc ça, c'est une première base. Il y a d'autres modèles qui existent qui, eux, ne sont pas en durabilité forte, qui ne prennent pas en compte cette valeur cardinale qui est l'indicateur clé avec son seuil de préservation. Voilà. Merci beaucoup. Une question à présent sur l'accompagnement des entreprises. Existe-t-il des aides pour accompagner les entreprises et si oui, vers qui se tourner ? Eh bien, il existe des aides, donc notamment l'ADEME peut accompagner et financer des projets de bilan carbone. Donc ça, il y a des aides qui existent. Vous pouvez du coup aller voir sur le site de l'ADEME et chercher donc, par rapport au plan de relance, donc ça a été mis en œuvre. Il y a également eu des aides, alors pas le passé sur ACT, et donc là aujourd'hui ça peut se relancer, pour accompagner et mettre en place la méthode ACT et donc valider sa trajectoire de réduction de gaz à effet de serre. Merci. Une question projection science-fiction ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un 7e rapport du GIEC ? Est-ce que vous savez déjà s'il y aura ça ? Normalement, oui, ils sont censés en faire un tous les 6 ans. Donc là, le dernier rapport est sorti au bout de 7 ans parce qu'on a eu la crise du Covid qui est passée par là. Donc ils ont dû se réorganiser pour faire ce rapport-là. Donc c'était en plus compliqué que d'ordinaire de faire tout ça à distance. Mais normalement, oui, un 7e rapport du GIEC de prévu pour dans 6 ans. Merci beaucoup. Autre question. Est-ce que acheter de la compensation carbone est pertinent ? Eh bien, ça dépend de quoi on parle. Non. Ça dépend de quoi on parle. En fait, ça peut être pertinent dans la mesure où on choisit des puits de carbone qui sont robustes, dans le sens où, par exemple, si on va sur les questions de gestion des sols ou de questions, admettons, de reforestation ou de gestion des forêts, ça prend en compte l'écosystème en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément sur de la monoculture essentiellement, qu'on garantit du coup qu'on ne va pas dénaturer les sols, qu'on ne va pas évacuer des populations locales pour faire ces projets-là, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment la question du choix du projet qui est important. Voilà, donc là c'est à étudier, mais en tout cas, c'est vraiment une action
qui ne vient pas, en fait, ça ne viendra pas réduire vos émissions de CO2. Donc c'est vraiment en plus, c'est-à-dire que vous devez dans tous les cas agir sur les actions pour réduire vos émissions de CO2. Et après, vous pouvez aussi contribuer, financer des acteurs ailleurs pour réduire leurs propres émissions. Donc là, ça peut être des mesures de compensation, entre guillemets, dites de compensation aujourd'hui, mais c'est-à-dire que vous allez aider des acteurs ailleurs dans d'autres pays à financer leur transition ou alors à mieux gérer des écosystèmes forestiers pour préserver des puits de carbone. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Une question également, recevrons-nous votre présentation? Alors en tout cas, sachez que vous pourrez revisiter le webinaire, il sera mis en ligne. Donc oui, vous pourrez également recevoir la présentation sur demande. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, tout sera indiqué à la fin du webinaire. Je ne vois pas d'autres questions. Je laisse encore quelques secondes pour que d'éventuels curieux qui n'auraient pas encore osé se jeter sur leur clavier le fassent. Sinon, ça veut dire que Mathieu et Alexandra ont répondu et ont été parfaitement clairs. Voilà, donc écoutez, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, un très grand merci Mathieu, un très grand merci Alexandra pour ce focus fait sur le GIEC. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations, on en entend beaucoup parler, mais au final, on a plus un magma dans la tête que des choses très claires. Et donc là, c'est chose faite. Vous avez clarifié la donne, donc un très grand merci. Pour achever ce webinaire, je vais vous faire part du calendrier prochain d'Hendrix qui vont évoquer des événements auxquels peut-être vous allez nous retrouver. Donc le 27 juin à Lyon, il y aura une table ronde RSE en partenariat avec la BPI, MixAir et le MEDEF. En juillet, probablement un webinaire sur le sujet du bilan carbone. Donc, surveillez la date qui va bientôt tomber sur les réseaux sociaux. Et là, c'est cap sur la rentrée. À Paris, le 13 et 14 septembre, vous pourrez retrouver Hendrix, bien sûr, lors du salon ProDurable, qui est bien sûr le grand rendez-vous européen des acteurs et des solutions en faveur de l'économie durable. Voilà, donc un grand merci à tous. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez la tête bien rangée sur toutes ces données GIEC. Et avant de vous déconnecter, je vous remercierai de rester connecté quelques petites secondes pour remplir un très rapide sondage qui va vous être proposé à la fin de ce webinaire. Voilà, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Alexandra. Merci Alban et merci aux auditeurs. Et à bientôt à tout le monde. À bientôt.